Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Demain n'attend pas. Aujourd'hui, je vous propose un épisode avec Daniel Deruy, qui dirige et qui est principal actionnaire d'un groupe que vous connaissez probablement pas, qui s'appelle AEF, qui est un groupe un peu sous le radar et qui pourtant fait un travail de fond hyper important. C'est d'abord un groupe de presse qui intervient avec une éthique hyper forte auprès des décideurs pour donner une information sur tous les sujets de société, mais en pleine indépendance. Et vous verrez dans cette discussion comment le modèle économique d'AEF permet cette indépendance, permet cette éthique d'un média qui va toujours vérifier l'information et qui va toujours, quand il donne une opinion, la croiser avec une opinion contraire. Donc dans un monde où l'information est bourrée de fake news, où on est saturé par une espèce d'infobésité et où seuls 25% des Français croient dans leurs médias, on a là, avec le modèle d'AEF, un accès à une information juste qui nous fait cruellement défaut. Donc Daniel va nous raconter tout ça. Écoutez-la, son parcours, elle est hyper inspirant aussi. Elle est un pur produit de la méritocratie française. Et c'est surtout quelqu'un qui, au-delà du fait qu'elle a une audace et une gourmandise pas possible, c'est quelqu'un qui croit profondément au rôle de l'emploi, au rôle du travail dans la dignité humaine. Et elle va, au travers de son groupe de médias, mais aussi au travers de tous les événements qu'elle mène et de groupes de travail qu'elle met en place, travailler là où on est forcément plus faible en termes d'employabilité. Et avant tout, vous le verrez, on en parle, l'employabilité des plus de 50 ans et l'employabilité des jeunes, en particulier des jeunes qui viennent des quartiers prioritaires. Donc on a une discussion passionnante sur un sujet que j'avais encore peu abordé, celui des médias, celui de l'emploi. Donc je vous souhaite une très très belle écoute et comme toujours, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le partager largement autour de vous, à le noter 5 étoiles et puis à mettre un gentil commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, merci d'être venu jusqu'à moi. On va passer un petit moment ensemble et je m'en réjouis grandement. Vous êtes directrice générale d'AEF Info. Info ou AEF? Non, AEF Group, qui a de l'info, qui a plein d'autres choses. Oui, qui a plein d'autres choses, ouais. Oui, tout à fait. Alors, je vais le présenter très rapidement et puis on va en parler tout au long de cet échange. AEF Info, c'est d'abord un groupe de presse très particulier parce que d'une part, il adresse les professionnels. Ensuite, il adresse des sujets sociétaux, emploi, éducation, recherche, formation, développement durable, habitat, urbanisme. Et puis, c'est aussi, et puis j'allais dire presque surtout, un groupe indépendant qui permet, dans un moment où l'information est au cœur de tous les enjeux, de garder une grande éthique. Et ça m'intéresse d'en parler avec vous. On va y revenir. En plus d'être un groupe de presse, c'est un groupe qui organise des événements. Et ça, là aussi, je trouve ça extrêmement pertinent aujourd'hui. On a besoin de se rencontrer plus que jamais à un moment où beaucoup passe en digital. Des événements, alors pas un peu, on parle d'une 50aine de salons, de colloques, de congrès par an, donc beaucoup. Des gros qui font référence sur les mêmes enjeux que ceux dont on parlait tout à l'heure. Donc, beaucoup de salons autour de l'emploi, beaucoup de salons autour du développement durable. On va y revenir, dont un salon qui s'est tenu il y a peu, ProDurable. Oui. Ouais, salon de référence sur les enjeux environnementaux, qui adresse beaucoup les sujets de solutions pour les entreprises. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, un salon toujours sur cette thématique-là qui s'appelle Talents for the Planet, qui adresse la reconversion ou la formation de toutes celles et ceux qui veulent mettre l'impact et la mission au cœur de leur emploi, qui est plutôt au printemps. Exactement, plutôt au printemps. Génial. Daniel, merci beaucoup. On va parler de tout ça. On parlera aussi, parce que vous joignez les médias à l'acte, on parlera aussi de tout ce que vous faites sur 2 sujets en particulier, sur le sujet de l'emploi des seniors et sur le sujet de l'emploi des jeunes, en particulier les jeunes qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville, où vous joignez l'acte à la parole et vous êtes vraiment un acteur, un contributeur de l'amélioration de la situation sur ces 2 sujets qui sont assez brûlants. Alors pour commencer, Daniel, je vais vous passer le micro. Vous savez, sur Demain n'attend pas, moi j'aime bien comprendre comment on en vient à des postes, à des actions aussi engagées. Et en général, il y a des racines qui plongent dans l'enfance. Donc j'aimerais vous passer le micro, que vous me racontiez comment cette route vous a amené au poste où vous êtes aujourd'hui.
En fait, je suis née dans un milieu très modeste. Mon papa était ouvrier dans les mines à 14 ans. Donc, ma maman dactylo, mais bon, on vivait dans le Pas-de-Calais, donc pas d'emploi pour les femmes à l'époque. Mes parents sont montés à Paris dans une chambre de bonne pendant 2 ans et demi, 3 ans, pour trouver un avenir meilleur pour leurs 2 filles. Et nous sommes montés, nous aussi, à Paris, donc 2 ans et demi, 3 ans après. Et donc, j'ai vécu beaucoup chez mes grands-parents. Et on était dans un milieu très modeste, mais mon grand-père était adjoint au maire d'une ville à l'époque qui faisait 15 000 habitants, donc c'était pas tout à fait neutre. Et il y a beaucoup de gens qui venaient le soir à la maison, et moi, je passais mon temps avec mon grand-père, et qui parlait d'emploi, de trouver un emploi. Et quand mon grand-père aussi faisait ses permanences à la mairie, j'étais dans un petit coin, et j'allais pas encore à l'école, hein, j'étais petite, j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et oui, il n'y avait pas de maternelle à l'époque. Je suis rentrée directement en CP. Bien sûr, on oublie. Je suis rentrée directement en CP. Et j'étais beaucoup avec mon grand-père. Et mes parents étaient partis aussi à Paris pour cet avenir meilleur. Et en travaillant, donc ils ont été un modèle pour moi de travail. Mon père est passé d'ouvrier, il est devenu commercial. Et puis après, il a fait une belle carrière. Ma maman prenait des cours du soir. Elle est devenue comptable premier échelon, deuxième échelon, troisième échelon. Je me souviens que c'était des belles victoires. Donc la valeur travail était pour moi très très forte, liée toujours quand même à cet emploi. Et moi je suis un pur produit des temps glorieux. Je suis la méritocratie à 110 000%. Et il suffisait que je travaille bien à l'école. Pour que je fasse ce que j'avais envie de faire. Je crois qu'après, c'est compliqué pour les jeunes de se dire que s'ils travaillent bien à l'école, il n'y avait pas... maintenant, je crois qu'il faut 6 générations. C'est ce qu'on dit. Pour changer de statut social. Pour changer de statut social, vous voyez. Moi, ce qui montre à quel point l'ascenseur est cassé, alors que vous en êtes un pur produit. J'en suis un pur produit. Donc, quelque part, j'ai toujours été très liée à tout ce qui est emploi. J'ai toujours été très liée aussi à l'idée de rendre un moment à la société tout ce qu'elle m'avait donné, parce que j'ai eu un parcours absolument... J'ai fait ce que j'ai voulu, quoi. Oui, puis on sent dans les valeurs qui vous ont été transmises, dans la valeur travail, vous l'avez dit, mais la croyance dans l'école, dans le travail, et au travers de votre grand-père, dans l'acte citoyen aussi, dans l'organisation de la cité. Énormément, c'est très important. Oui, tout à fait. Vous vous dirigez vers Sciences Po et des écoles, des premiers postes de journaliste dans la foulée? Alors, moi, le journaliste, c'était un rêve. C'était un rêve. Je devenais une intellectuelle. C'était mon rêve absolu. Et en terminale, j'ai assisté à une conférence, un papa journaliste, et à la fin, j'ai levé mon petit doigt en disant: comment on devient journaliste? Mademoiselle, c'est très simple. Vous faites Sciences Po, vous faites une école, éventuellement une école de journalisme, et vous rentrez à l'AFP. Ce monsieur, il a décidé de ma vie. Je ne savais pas du tout ce qu'était Sciences Po, compte tenu de mon milieu d'origine. Donc, je me suis renseignée. On pouvait rentrer à Sciences Po directement si on avait vraiment de très, 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 très belles notes au bac. Sinon, il fallait passer un concours. Alors, moi, déjà, mon bac, j'étais complètement affolée par l'idée. Je suis rentrée à Sciences Po sans concours, sinon je pense que ma vie aurait été orientée différemment. Vous avez donc eu les félicitations au bac pour faire partie des heureux élus. Voilà, et puis, quand j'ai fini Sciences Po, j'ai commencé l'école de CPJ, qui était la grande école à l'époque. Et puis, bon, il me fallait mes petites noisettes, donc j'avais fait 2 stages à l'AFP. J'ai commencé l'école de journalisme, et 2 mois après... on m'a appelé pour faire un remplacement d'1 semaine comme journaliste économique à l'AFP. Évidemment, j'ai sauté dessus, et le lendemain matin, j'y étais. Et j'y suis restée 13 ans. Et j'ai abandonné l'école de journalisme. Donc, j'ai fait exactement ce que m'avait recommandé éventuellement une école de journalisme, et vous rentrez à l'AFP. Avec cette conviction aussi, je pense, qui est importante, qui est qu'on apprend en faisant. Exactement, et là, vous avez appris le métier sur le tas. C'est un métier tout aussi qui s'apprend comme ça. Pardonnez-moi l'expression, et surtout pas qu'elle vous fâche, mais vous aviez le sentiment d'être un transfuge de classe. Vous aviez le sentiment d'avoir passé des barrières, des plafonds de verre à ce moment-là? En fait, pas vraiment. Pas vraiment, parce que d'abord, je devais être un garçon. Donc, le plafond de verre féminin...
J'ai jamais senti la différence, j'ai jamais vécu cette différence. J'étais plutôt jolie, donc jeune journaliste, c'est quand même un peu plus facile. Puis journaliste économique, il y en avait très très peu à l'époque, du temps des dinosaures. Donc, non, j'ai pas... Vous voyez, je suis passée 1 an après, je suis passée au reportage. J'ai retrouvé 1 an après mes premiers copains de l'école de... Donc, j'ai jamais senti ça. Mais avec l'idée aussi qu'il faut toujours sortir de sa zone de confort, qu'il faut y aller, voilà, qu'il faut beaucoup travailler, qu'il faut y aller, et qu'il faut réussir aussi une vie harmonieuse. Donc, aussi, j'ai eu des enfants, j'ai élevé 4 enfants. Et tout ça a été aussi très, très important pour moi. Vous étiez journaliste à ce moment-là. J'étais journaliste, oui. Et ça aussi, c'est beau à mettre sur la table. Ça reste important à rappeler. Il y a le travail, il y a tout le reste. Et on peut y arriver. Je pense qu'on a aussi besoin de rôle modèles qui nous rappellent la possibilité d'atteindre cet équilibre. Et vous l'avez fait en tant que journaliste, et puis assez vite, une dizaine d'années après, vous m'arrêtez. Oui, c'est ça, je commençais à m'ennuyer. Ouais. C'est étonnant de dire ça, parce que surtout à l'AFP, vous voyez, l'actualité est toujours très chaude, on saute d'un sujet à l'autre, etc. Mais je m'ennuyais. Pourquoi ? Parce que j'avais la fibre entrepreneuriale, et donc il fallait que ça sorte, il fallait y aller. Donc j'ai créé, la seule chose que j'étais capable de créer, c'était de créer une agence de presse. Mais pas du tout, j'allais pas concurrencer l'AFP que je connaissais par cœur, donc une agence de presse magazine. Et puis, donc ça va, j'ai fait mes armes comme ça. Mais c'était assez osé, vous aviez la trentaine, vous étiez une femme, la trentaine, c'était un premier entrepreneuriat. Oui, mais je me suis jamais posé la question. J'adore. C'était juste naturel. Merci Daniel. C'était juste naturel. Et puis j'ai rencontré, j'avais divorcé, j'ai rencontré mon nouvel époux, et on a eu envie de créer de partir dans une aventure commune. Donc la société, j'étais quand même passée à une 20aine de personnes, donc j'étais assez contente. Et donc avec mon époux, on a créé un groupe de presse, un peu de communication aussi, qui est devenu après un groupe de conseil en ressources humaines, qui est devenu le premier groupe de conseil en ressources humaines. Là, j'ai appris totalement. Je suis partie d'autres métiers. Du journalisme, je suis passée beaucoup à la communication. De la communication, je suis passée aux ressources humaines, surtout sur des gros chantiers de transformation dans les grands groupes. Et ça m'a passionnée aussi. Nous avons vendu notre société. On a vendu la société, elle allait très, 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 très bien. On était le premier groupe conseil en ressources humaines. Mais c'était insupportable pour moi de me dire que je savais où j'allais finir ma vie professionnelle. J'avais envie d'une nouvelle aventure. J'avais plus de 50 ans quand même. J'avais vraiment envie de repartir. Je ne sais pas quelles étaient les motivations de mon cher époux, mais bon. Mais on a vendu. On avait 5 ans de clause de non-concurrence. Donc vous voyez, c'est très très long, 5 ans de clause de non-concurrence. Donc il fallait vraiment que je fasse un autre métier. Et on est rentré en contact un peu par hasard avec le créateur d'une petite start-up qui à l'époque avait, en 2005, il y avait une quinzaine de personnes. Et il voulait se développer dans les ressources humaines. Donc ça tombait bien. Moi, j'étais quand même très reconnue en tant que conseiller en ressources humaines. Je connaissais tous les DRH. Il était centré sur la presse à ce moment-là. Hein. Il était presse professionnelle, uniquement sur l'éducation, enseignement. Et il voulait se développer dans les ressources humaines. Donc ça tombait bien. Je suis restée quand même assez longtemps encore à Altidia. Mais j'ai aidé beaucoup au développement de la partie ressources humaines. Et j'ai quitté Altidia un vendredi en janvier, le lundi matin. Je commençais à AEF, et là on était passé à 45 quand même, vous voyez. Donc on avait quand même déjà bien développé. Et puis voilà, puis on est parti sur de nouveaux développements aussi dans le développement durable, la RSE, l'habitat et l'urbanisme, encore plein de choses, et surtout les événements, parce qu'il n'y avait aucun événement. J'adore ce que vous nous dites sur d'abord le droit qu'on a de s'ennuyer au bout d'un moment et d'avoir envie de nouvelles aventures. À n'importe quel âge aussi, la cinquantaine n'est pas un plafond de verre. On peut repartir, on peut redémarrer, on peut créer. Le droit qu'on a d'oser devenir entrepreneuse alors qu'on ne l'était pas avant et de changer de métier, une fois, 2 fois. Enfin, vous accordez tous les droits et c'est formidable, je trouve, de le partager à nos auditeurs, à nos auditrices aujourd'hui. Surtout le droit de renoncer à rien, en fait. C'est ça que je sens chez vous. Et le droit de faire avec aussi, vous voyez, toujours en équipe.
pour moi très, 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 très important. Quand vous reprenez AEF, comme vous venez de le préciser, c'est un groupe d'abord centré sur l'éducation. Alors Dieu seul sait que l'éducation, c'est un sujet de société, c'est un sujet politique en fait. J'ai plein de questions pour vous, Daniel. À la fois, on est presque un peu tôt pour les sujets d'écologie. Comment ça vous est venu? D'où c'est né, cette conscience-là? Pourquoi ce développement? Vous auriez pu rester centré sur l'existence, c'est-à-dire l'éducation, et votre savoir-faire qui était plus les ressources humaines. Vous rajoutez cette corde-là. Pourquoi? Et puis, cette envie de développer les salons, c'est d'où elle venait. Et puis, on sent bien aujourd'hui ces deux jambes à l'équilibre qui se renforcent l'une l'autre. Mais il faut quand même en avoir la vision dès l'amont. Totalement, totalement. Sur la partie développement durable RSE, en fait, le fondateur d'AEF était encore là. Donc, c'est ensemble que je donne toujours à César ce qui est à César. C'était pour nous, vous voyez, c'est des grands sujets, les sujets d'AEF, c'est des grands sujets socio-économiques. Donc après l'éducation, après le social, l'emploi, évidemment, c'était la partie développement durable, donc la partie industrielle et la partie RSE. On est en 2005, vous m'arrêtez, Daniel. Non, 2005, c'est le lancement de la partie ressources humaines, et c'est fin 2008. Moi, je suis arrivée début 2009, mais on commençait à travailler beaucoup ensemble, qu'on a créé la partie développement durable. Donc, on était quand même relativement encore... Enfin, on était précurseurs en termes d'agence de presse professionnelle, mais il y avait Novetic qui avait été créé au début des années 2000 par la Caisse des dépôts, qui était un média indépendant aussi et très grand public. Et après, il y a une multitude évidemment de médias qui se sont créés sur Internet, avec parfois beaucoup de difficultés de modèle économique. Oui. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. La deuxième question, c'est quelque part, pour moi, le groupe de presse, il a des obligations, il a des missions. Et la première de ces obligations, c'est de les aider à réfléchir, d'aider ses abonnés. On a 25 000 abonnés qui sont tous des professionnels. Ce sont même des décideurs. Comme on est un système d'abonnement cher, sans publicité, automatiquement, on est réservé à une élite quand même dans les entreprises. Et ces personnes ont besoin de se ressourcer aussi. Elles ont besoin de réseauter, elles ont besoin de nourrir leur chakra. Donc très vite, moi je suis arrivée en 2009, début 2010, on a créé deux salons. L'un grand public qui était sur l'éducation, qui s'appelle maintenant Postbac, mais qui existe maintenant depuis très très longtemps, qui accueille 40 000 gamins par an quand même, vous voyez, donc c'est des énormes salons. Et puis un autre également qui était aussi très très RSE. Il y avait eu la loi LRU qui avait donné l'autonomie à l'université, mais il n'y avait aucun lien entre les grandes entreprises et le monde universitaire. Les grandes entreprises ne recrutaient pas. Les étudiants universitaires, niveau master, au niveau Bac plus 2 évidemment, mais au niveau master, c'était que les grandes écoles. Donc on s'est dit, on va rapprocher les grandes entreprises des universités, et puis au bout d'un an, ils m'ont dit, puisque tu veux qu'on se rapproche, que tu recrutes leurs étudiants, amène-nous les étudiants. Donc on avait aussi un très grand forum national, donc on avait beaucoup de doctorants qui venaient de la France entière. On a fait ça pendant une dizaine d'années. On était très contents parce qu'on a réussi à faire modifier les modes de recrutement des grands groupes pour que les étudiants universitaires puissent être intégrés. Et puis au bout de 10 ans, on s'est dit, ça y est, on n'a plus besoin d'AEF pour continuer tout ça. Donc on a arrêté, et puis on était sur d'autres champs. Ouais, vous les avez démultipliés, on va y revenir. Mais avant d'y revenir, je voudrais rester un petit peu sur la presse, parce qu'on a tous conscience en tant que citoyens que la presse aujourd'hui est au cœur de beaucoup d'enjeux, et j'aimerais, vous qui avez commencé dedans, donc vous avez un recul quand même assez conséquent, et puis AEF, vous l'avez développé depuis, du coup, ça doit faire un peu plus d'une quinzaine d'années. Exactement. Avec ce recul-là, comment est-ce que vous avez vu les médias et la presse évoluer ? Et quels vous semblent être les enjeux de l'information aujourd'hui? Donc il y a la presse écrite, il y a la presse digitale.
Il y a la presse audiovisuelle qui a continué beaucoup de progresser. La presse écrite, à l'époque, il y avait 3 piliers. Il y avait les petites annonces, c'était un tiers quand même quasiment. Il y avait la pub un tiers, et puis il y avait les abonnements un tiers. Enfin la vente au numéro ou la vente sur abonnement. Les PA, les petites annonces, avec l'arrivée du digital. Quelques années, il n'y en avait plus une, parce qu'il fallait les publier. Il fallait les publier. Il y avait, ça nourrissait aussi beaucoup d'agences de com, d'ailleurs. Vous voyez, tout ça a été complètement balayé. La publicité est beaucoup passée à la publicité en ligne aussi, et les GAFA sont arrivés aussi et ont pris une énorme partie du gâteau. Et donc, il reste les abonnements. Sur donc la presse écrite, elle a, à part les très 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 grands, elle a quand même du mal. Elle a beaucoup de mal. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, on a parlé du Parisien, la vente du Parisien, qui fait quand même 30 millions de déficit par an. Oui. Donc, vous voyez, c'est quand même bon. Les Échos, ça va bien. Les Figaro, je connais pas les chiffres du Figaro, mais bon, ces grands journaux tiennent. Les grands journaux de la presse de Provence tiennent aussi, mais c'est quand même très compliqué. Donc, on est passé beaucoup à la presse digitale, où on est inondé par la pub qui passe par les GAFA, et donc cette presse digitale, pour vivre ou pour survivre, souvent, elle doit faire ce qu'on appelle des contenus, donc des contenus sponsorisés. Donc, c'est très, très compliqué. Alors, c'est très important parce qu'en fait, avec raison et en bonne chef d'entreprise, vous nous ramenez au problème du business model et des implications de ce business model. Qu'est-ce qui, dans ces enjeux-là, qu'est-ce qui vous importe le plus aujourd'hui ? Ce qui m'importe le plus, c'est de donner une information exacte, totalement non partisane. Vous voyez, c'est vraiment l'essentiel. Et le succès d'AEF, c'est ça. Le succès d'AEF, c'est que des dépêches à longueur de journée. On a un statut d'agence de presse. Toutes les informations sont vérifiées, toutes les informations sont sourcées. Donc on peut toujours retrouver la source de l'information. Quand on donne une opinion, c'est normal qu'on donne des opinions. Il faut donner aussi la parole à la personne qui a une autre opinion. Vous voyez. Donc on est toujours dans cet équilibre. Il faut effectivement avoir un modèle économique robuste. Il ne faut pas se faire instrumentaliser. Nous, on a 80 journalistes. Avec Novetic, on a 86 journalistes maintenant, depuis 2 mois. Donc, c'est lourd. Vous voyez, c'est très, très lourd financièrement. Il y a aujourd'hui des news qui ont 2 fois moins de journalistes permanents. Hein. Ce sont que des journalistes permanents quand je dis ça. Donc, c'est très, très dur pour la presse de vivre. Daniel, vous aviez cette vision sur cette mission de garantir l'indépendance du contenu et sa véracité. Vous l'aviez dès votre reprise d'AEF. Et si oui, comment est-ce que vous avez transformé le modèle pour la garantir ? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir transformé le modèle. En revanche, cette conviction forte, pour moi, c'est mes années d'AFP. Cette presse libre. Alors, c'est vrai que d'aucuns diront que la moitié des revenus de l'AFP, c'est l'État. Donc, bon, quand même, on est libre complètement de tout. Et je pense que je ne serais pas retournée dans la presse si je n'avais pas eu justement cette absolue confiance dans le fait que cette presse était libre aussi. Hein. AEF était complètement libre. On ne dépend de personne. Voyez. Alors, vous ne dépendez de personne parce que vous avez un modèle uniquement sur abonnement. Hein. C'est-à-dire que vos clients financent votre indépendance. Exactement. Et c'est absolument extraordinaire ce qu'on a. Au-delà du business model, Daniel, comment est-ce que vous avez garanti cette indépendance aussi par l'actionnariat ? L'actionnariat, c'est un actionnariat 100% familial. C'est ça. Hein. C'est ça, hein, entre mon mari... Parce que, en fait, évidemment, cette gouvernance, elle est clé pour le maintien de cette colonne vertébrale et de votre modèle économique. Si la gouvernance venait à changer, on en serait sur... Je ne sais pas, vous voyez, parce que quand même, AEF a 27 ans, 28 ans, AEF va bien. Économiquement parlant, et ce modèle repose sur cette exigence. Donc, je pense que, si demain AEF changeait d'actionnariat,
quelque part, ne plus être sur cette exigence tuerait complètement AEF. Donc je suis très 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 sereine, vous voyez, très très sereine. C'est pas possible. C'est pas possible de tuer le modèle. Et aujourd'hui, c'est donc un groupe complètement indépendant en termes de capitaux et complètement familial. Et qui n'a pas un centime de dette. Et qui n'a pas de dette. Mais quelle liberté, quelle chance vous avez, Daniel. Oui, je pense qu'effectivement, vos confrères vous envient. envient. On peut se développer. Oui, absolument. Peut-être, avant de faire un zoom sur certains des enjeux qui vous préoccupent particulièrement, vous concluez en disant on peut se développer. C'est quoi vos envies de développement ? Créer aujourd'hui, ce serait plutôt par reprise. Donc, je dis, on a repris Novetic et on est très, très content d'avoir repris Novetic. On a repris 14 personnes, qui est lourd quand même pour une petite boîte comme nous. On est 185, 190 maintenant, vous voyez. Donc, on s'est développé. Mais bon, on est quand même une petite PME, hein. On n'est pas important. Mais c'est plus facile de reprendre, d'une part, parce que comme la presse va plutôt pas très bien, mais en même temps, c'est très difficile de reprendre parce qu'on est on est sollicité, mais souvent c'est de la presse professionnelle qui vit de la publicité dans son secteur. Et nous, il n'en est pas question. Donc c'est pas facile non plus. C'est plus facile pour nous de nous développer dans les événements. Et moi, je lis aussi à travers ces événements toujours ce qui me motive, donc l'aspect sociétal, l'aspect citoyen, si vous voulez. Maintenant, là, par exemple, on va faire une manifestation qu'on appelle les Rencontres Capitales. J'ai vu ça, c'est magnifique comme manifestation. Je vous laisse en dire quelques mots. Alors, c'est le 21, 22, je me fais ma petite pub. Allez-y. 21, 22 novembre. L'idée aussi, dans l'idée de toujours d'ouvrir les chakras de nos gentils partenaires et de nos gentils abonnés, c'est de les faire réfléchir une fois de temps en temps, parce qu'il n'y a pas de modèle économique, ou très 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 peu, j'essaie juste de couvrir un peu les charges. Et cette année, on est tombé pile, alors que le sujet avait été choisi l'année dernière, qui est sur la relation. La relation, le lien, au moment où la société française n'a jamais été aussi fracturée. Donc, on va faire réfléchir sur toutes les dimensions de la relation, de l'amour, la famille, le lien à l'école, le lien à la vérité, les liens évidemment internationaux, les liens économiques, Trump dans tout ça. Vous voyez, donc on a une trentaine de très très belles, le lien à la culture aussi bien sûr, le lien à la recherche. Donc 30 conférences, les unes plus belles les unes que les autres, donc on fait ça à la Maison de la Radio parce que c'est quand même le lieu le plus symbolique de la relation. Et la dernière fois, on a eu entre 10 à 15 000 personnes, vous voyez, donc on attend beaucoup de monde. J'ai découvert ça lors de la préparation de notre échange avec beaucoup de gourmandise, j'allais dire, et je me réjouis par avance d'y assister. On est sur des thèmes ou des formats d'échange. Alors, c'est des tables rondes, mais les thèmes et les intervenants sont très proches de Demain n'attend pas. C'est vraiment de la réflexion en profondeur avec des intervenants fabuleux. Donc, je pense que pour les avis aux Parisiens, jetez-vous, qui nous écoutez aujourd'hui, jetez-vous rapidement sur vos... Il y a vraiment tous les types de penseurs, mais qui soient penseurs et faiseurs. Penseurs, c'est là où la rencontre est intéressante d'ailleurs. Évidemment, philosophes, historiens, etc. Nous, l'histoire d'hier pour faire le lien avec notre futur, par exemple, ça va être une très très belle conférence. Oui. Donc merci, j'en ferai le relais aussi en temps et en heure merci pour quelques semaines. Non, mais on est très en cohérence. Voilà la pub qui n'est pas du contenu sponsorisé. On parle du travail aussi, on parle du leadership, évidemment, on va quand même pas... Donc ça, c'est des angles de développement, plus de salons, plus de réflexion à apporter à vos partenaires et au grand public aussi. C'est intéressant, il faudra qu'on s'en reparle. Daniel, je l'ai dit en introduction, j'aimerais vous faire prendre un petit temps d'arrêt sur deux thèmes qui vous sont chers. Le premier, c'est le travail des seniors, à un moment où on parle de la retraite sur toutes les ondes de France et de Navarre. On parle de l'âge de départ à la retraite, mais on parle en fait assez peu en creux du travail. On va dire, je crois que c'est 45 ans le seuil à partir duquel on est considéré comme senior. Je n'arrive pas à le dire sans m'effondrer. Pour moi, c'est 50. Donc 45 ans, c'est abominable.
surtout le seuil de 45 ans, ça n'a aucun Déjà, sens. Déjà, 50 ans, on a quand même encore le tiers de sa vie professionnelle. Mais alors 45, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Mais ça montre l'aberration de la chose, quelque part. Exactement. Donc, en creux, on ne parle pas, en fait, de l'emploi des personnes. On va rester sur 50, ce qui déjà me peine beaucoup. C'est l'emploi. Et puis ce mot senior, on a l'impression qu'on est bon pour la casse. Bon, on va le garder pour aujourd'hui. Mais donc on parle du rallongement de la période de travail, mais pas de l'emploi des personnes de plus de 50 ans. Vous en avez fait un de vos chevals de bataille. Est-ce que vous pouvez poser votre regard sur la situation d'aujourd'hui en France et peut-être aussi en comparaison avec nos voisins? En entreprise, le maintien dans l'emploi des seniors, le sujet a beaucoup évolué. Au début quand on a pris le sujet au début des années donc de janvier 2023, en fait tout le monde était encore d'accord dans l'entreprise. Les syndicats, parce que les gens partaient avec un chèque, donc c'est bien, mais quand on a remplacé la voiture, quand on s'est fait des petits plaisirs, etc., et qu'on pense vraiment se dire maintenant je vais quand même essayer de retrouver un job, et qu'on n'a pas pensé à se former. Ça devient un peu compliqué, même auprès de France Travail maintenant. Les DRH, parce que ils pouvaient recruter plus jeunes et moins cher. Et la société, parce que c'était pas mal. Il y avait beaucoup de jeunes qui rentraient aussi, donc ça faisait de la place. Les cabinets conseils aussi. Et donc, il fallait complètement changer ce mindset qui était très, 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 très fort. Qui, en fait, se satisfaisait d'une situation où les seniors s'arrêtaient à 50, le salarié, 55. Les organisations syndicales, l'entreprise. Oui. Donc, non. Et donc, le maintien dans l'emploi, ça a quand même beaucoup évolué. Je vous dis, en 2 ans, il y a beaucoup... Bon, c'était un pan entier de nos réflexions, mais il y a beaucoup il y a plus que des réflexions aujourd'hui dans les entreprises. Il y a des différences aussi en fonction de la taille des entreprises. J'étais allée à un colloque où il y avait l'U2P, donc c'est des toutes petites entreprises. Donc il y avait Patrick Martin, il y avait les organisations syndicales de salariés aussi, ils étaient 8, tout le monde était représenté. Il y avait juste un qui n'était pas là pour des raisons diverses et variées. Et le patron de l'U2P qui dit « Mais moi, j'ai aucun problème. Dans mes toutes petites PME, là, il y a un mec ou une nana, mais ils ont l'histoire de l'entreprise. Nous, on les chouchoute, on se les garde, on veut pas qu'ils partent. Et puis après, il faut la transmission. Donc, il m'avait redonné le moral aussi, ce monsieur. Mais dans les grandes entreprises, c'est vraiment, vraiment en train de changer. Il y a peut-être au milieu encore, vous voyez, un peu de réticence, parce que aujourd'hui, et c'est aussi parce que les jeunes ont changé. Si vous voulez, aujourd'hui, un jeune, c'est, au bout de 3 ans, on a envie de bouger. Et moi, je trouve ça excellent. Compte tenu de mon parcours, vous voyez, je trouve ça excellent. Mais ça coûte cher. Tous les 3 ans, nous, on a bien ça sûr. Aussi à EF. Autant l'encadrement ne bouge pas, autant les petits jeunes, ils bougent. Et puis moi, je leur dis, c'est très bien, tu vas faire autre chose et tout. Mais ça veut dire que vous mettez bout à bout 3 fois des jeunes qui sont restés 2 ans. Ça a un coût énorme. Donc, maintenir des seniors en emploi, on dit que c'est plus cher, mais globalement, je pense que ça ne l'est pas. Et ce calcul est fait aussi par les DRH aujourd'hui. Je vais rappeler juste 2-3 chiffres. J'aime pas nous assommer de chiffres, mais juste pour que tout le monde les ait bien en tête. Aujourd'hui, en France, on a 18 millions de personnes de plus de 50 ans. Et en 2030, on aura un actif sur 3 qui aura plus de 50 ans. Donc cet enjeu de l'employabilité des plus de 50 ans est quand même vraiment essentiel, ne serait-ce qu'en termes d'équilibre macroéconomique. Et puis, bien sûr, vous l'avez rappelé, en termes individuels, une fois qu'on a pris le chèque et qu'on l'a dépensé, on tourne un peu en rond quand même. Il s'agit de trouver du sens aussi au travers du travail. Et en France, on a à peine plus de la moitié des 55-64 ans qui sont en emploi. 56% des 55-64 ans, contre 73% en Allemagne, 80% en Suède. Donc on a quand même un système qui est globalement à la traîne sur l'employabilité des seniors, puisqu'il faut bien les appeler comme ça. Et je rappellerai encore un dernier chiffre que j'avais vu passer. C'était la réaction des DRH quand ils voyaient un CV
avec une personne de plus de 50 ans, je crois qu'il y en a plus d'un sur deux qui ne regardaient pas le CV. Plus que ça, plus qu'un sur deux. On le dit dans le livre blanc qu'on a fait sur ces sujets. Il n'y a plus l'âge, non, mais on reconstitue assez facilement l'âge Bien sûr, des personnes. Et effectivement, le CV n'était même pas regardé. Ouais. Donc, ça, c'est en train de... Je pense que c'est réellement en train de changer. Les chiffres que vous citez depuis 75, ça monte, hein. L'emploi des seniors, donc tous les ans on gagne 2 points, 2 points et demi, voire 3 points. Donc ça c'est important. Ce capital, l'entreprise est en train vraiment de se rendre compte que c'est un énorme capital et qu'il faut faire prospérer ce capital. Après, il faut trouver aussi des moyens. Il faut aussi que les salariés en entreprise à partir de 50 berges ne disent plus « Oh, moi je vais pas me former, tu comprends, moi je sais déjà ». Bon, donc le salarié doit faire sa part. Les organisations syndicales maintenant aussi font leur part et la DRH aussi. Donc après, à partir de 60 ans, il y a beaucoup aujourd'hui d'accords d'entreprise sur les aménagements de fin de carrière. Vous voyez, donc on travaille un peu moins. On garde les droits à la retraite, par exemple, c'est quand même important, parce que si on travaille moins, normalement, on a un peu moins de droits à la retraite. On garde les droits à la retraite. Et puis, on peut faire aussi, enfin, ça, c'est l'apanage des grands groupes, parce qu'ils ont des moyens. On peut faire, par exemple, du bénévolat. Hein, on fait du mécénat de compétences, vous voyez. Donc, il y a des choses qui sont faites. Quelque part, et vraiment dans nos groupes, il y avait l'intérim. Vous voyez, dès le début de la branche de l'intérim, qui est quand même un pourvoyeur d'emploi énorme, eux, ils avaient fait des calculs justement sur le fait que les seniors, même s'ils apparaissent plus chers, en fait, ne sont pas plus chers qu'un jeune, en faisant des calculs savants. Et ça, vous voyez, c'est énorme. C'est long, mais ça rentre dans l'entreprise. C'est énorme. Et, parce que derrière tout ça, il y a des préjugés, en fait. Préjugés énormes. C'est ce qu'on voit derrière la réaction d'un DRH qui dit je regarde pas ce CV-là parce que trop vieux. Donc, trop vieux, ça veut dire trop cher. Et ça veut dire pas assez formé. Plus à la page. Donc, il y avait un peu fatigué. Revenir sur ces préjugés, c'est vraiment important. Oui. L'APEC a fait une campagne absolument extraordinaire. On voyait des personnes de dos, donc deux hommes et deux femmes. Et donc, on voyait qu'ils étaient seniors. Et ils avaient une carte qui était écrite périmée en gros. Oui. Bien sûr. Bien sûr, le plafond de verre du marché de l'emploi, c'est vraiment renvoyer à chaque individu cette impression d'être périmé. C'est terrible. Mais vous voyez, la dernière campagne de l'APEC, elle est beaucoup plus positive. Oui. Donc, on repasse à... Alors, moi, ce qui me frappe dans votre discours, c'est quand même le sentiment que les choses bougent. Oui. Bouge sur un point, parce qu'on parlait de l'emploi dans l'entreprise, de conserver son emploi dans l'entreprise. Ce qui ne bouge absolument pas, c'est le recrutement des seniors. Là, tout est encore à faire et c'est dur. Franchement, c'est dur. Je vais vous donner un exemple, une anecdote. Nous, on a un énorme ensemble sur la reconversion. Donc, on fait une journée nationale de la reconversion. On a un salon sur la reconversion qu'on fait depuis 12 ans qui fonctionne très, très, très bien. On a un site internet. On fait 1 ou 2 colloques professionnels aussi par an. Enfin, bon, tout un gros ensemble. Et donc, en 2023, on s'est dit, on fait un gros espace senior. Donc, on a vraiment une partie du salon qui est dédiée aux seniors. Et on va faire un job dating senior. Alors que sinon, on parle que de reconversion. Vous voyez, on parle pas d'emploi. C'est vraiment, j'ai envie de bouger, je dois bouger, quel que soit l'âge, je peux aller. Et puis, j'ai tous les financements, les formations, etc., etc. C'est un salon très positif aussi, comme je les aime. Et on va faire un job dating. 3 semaines avant l'événement qui a lieu en novembre, nous avions 3 entreprises positionnées. 3 entreprises, 3 semaines avant, avec la puissance d'AEF. Donc, on a ouvert les vannes, parce qu'on faisait payer quand même 3 francs 6 sous, parce qu'un salon, ça coûte cher. On a ouvert les vannes, on en a une dizaine. Ouais. On s'est dit, 2024, ça va être beaucoup mieux. On a travaillé beaucoup avec des associations. On a refait, de toute façon, toujours tout gratuit, parce qu'on ne s'en sortait pas. Et on s'est dit, 2025, ça va être beaucoup mieux. Et 2025... c'est dans un mois, notre salon, ça va encore être très, très difficile. Donc là, on a un exemple tout à fait précis. Et le chômage, on a des chiffres très précis de France Travail. Non seulement ils sont au chômage, parce que, bon, quand même, il reste encore beaucoup de personnes seniors qui ne sont plus dans l'entreprise, mais ils restent aussi beaucoup plus longtemps au chômage.
Oui, la boucle est bouclée, c'est très lié. Les deux vont S'il n'y a pas ensemble. de... Donc là, maintenant, le combat, vous voyez, c'est de convaincre les entreprises qu'un senior, ça vaut, mais ça vaut pas beaucoup plus cher. Peut-être un tout petit peu, mais ça va tellement apporter plus dans l'entreprise. Vous voyez, il y a un truc qui est génial pour recruter un senior, c'est le système d'immersion dans l'entreprise. Donc donc il y a une start-up d'État et une start-up privée aussi qui a fait ça. C'est absolument extraordinaire. En très peu de temps, ça change le regard. Et maintenant, France Travail aussi a ce dispositif. Ça change totalement le regard de la personne dans l'entreprise. Et dans les startups aussi. J'en parlais avec une startup récemment qui a décidé, allez, je prends un senior en immersion. Il en a pris 3 maintenant en 18 mois. S'il peut les garde derrière. Il me dit, mais ça change complètement. Et l'intergénérationnel, c'est un truc formidable. Intéressant à avoir de le travailler avec des startups où le jeunisme est quand même très aigu. Quelle est la place d'AEF dans ces dispositifs ? La place d'AEF, c'est du think do, du réfléchir pour faire. Vous voyez, je pense que c'est ça. Vous mettez tous les acteurs autour de la table, vous les faites réfléchir, vous en sortez des livres blancs et par ailleurs, vous animez les salons qui permettent la mise en contact entreprise, personnel et personnes physiques. Et puis on fait des colloques aussi. L'employabilité on fait des derrière. colloques. Vous voyez, là, on va dans notre groupe, il y avait aussi un cabinet d'avocats qui s'appelle Fidal. Fidal a fait un énorme travail. Ils ont pris tous les accords d'entreprise en 3 ans. On parlait seniors. Il fait 960, je crois, vous voyez, donc c'est costaud. Et à notre prochain colloque, on va faire la restitution de ce travail. Quelles sont toutes les initiatives intéressantes que les entreprises ont prises pour conserver en emploi les seniors? Vous avez vraiment un rôle je vais faire un anglicisme, d'enabler. Vous avez un rôle d'intermédiaire qui travaille et les récits, et la mise en contact, et les solutions pour que l'entreprise qui a envie de s'en saisir puisse avancer et que la situation bouge. Il y a un autre sujet sur lequel ça fait partie du modèle d'AEF, vous voyez, c'est aussi très très important. La confiance qu'on nous accorde. Je vous dis, je lance un sujet, 15 jours après, j'ai 20 personnes. Mais parce que vous êtes sur des vrais sujets, en fait, des sujets qui résonnent... je pense dans chacun d'entre nous, on sait bien que le travail des seniors est une problématique majeure et on ne sait pas comment le débloquer. Donc là, vous arrivez avec une place très légitime. Oui, et puis on fédère. Vous voyez, on a travaillé beaucoup avec le Club Landois, par exemple. On travaille aussi avec les associations. Donc on essaie. Et nous, on est neutres. Vous voyez, là aussi, le fait que dans notre ADN, la neutralité est très importante, on peut fédérer tout le monde. Personne nous en veut, personne nous dit qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a un modèle économique, est-ce qu'il y a ceci. Non. Vous travaillez avec le politique également, parce qu'on sent bien derrière que des incitations fiscales ou des incitations réglementaires peuvent également bouger les lignes. Ah, bien sûr, on travaille beaucoup avec nos ministères de tutelle. On est en contact et quand je lance un sujet, il y a aussi pas forcément quelqu'un du cabinet, mais il y a toujours quelqu'un de la DGEFP qui est le bras armé de l'État, puis ou la DGT par exemple sur les seniors à qui on va présenter là où on en est dans 15 jours. Quoi. En fait, vous êtes un vrai acteur de coalition. En vrai. Il y a un autre sujet sur lequel vous êtes très actif, et on en a un peu parlé ensemble avant cet échange, c'est le sujet de l'employabilité des jeunes, et en particulier des jeunes qui ne partent pas nécessairement sur la même ligne de départ. Et vous avez eu la douceur et la transparence de nous raconter aussi votre parcours. Donc, on comprend bien comment aussi ça boucle la boucle et vous rendez ce que l'école vous a permis d'atteindre dans votre jeunesse, mais qui est peut-être un peu grippé aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur ce sujet de l'employabilité des jeunes. On l'a mentionné tout à l'heure, 6 générations aujourd'hui pour changer de place sociale. On arrive avec des jeunes qui sont diplômés, mais qui pour autant n'arrivent pas à décrocher le premier emploi, dans une situation qui en plus s'exacerbe avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais comme pour les seniors, plein de sujets aussi, de préjugés, de récits qu'on peut travailler. Quelle est la situation pour vous et quel est votre positionnement à AEF dessus ?
Alors, je pense que le sujet avait bien évolué. Nous, on a lancé tous ces sujets en 2012, vous voyez, et on a lancé donc des gros événements qui s'appellent Jeunes d'avenir pour aider les jeunes qui veulent rentrer dans la société par le travail, puissent effectivement être accueillis et accueillis à bras ouverts. Aujourd'hui, on voit plus de 40 000 jeunes par an qui viennent dans nos événements. On va dans 5 régions, peut-être une 6e l'année prochaine. On a construit ça pas à pas. Pendant des années, nous n'avions pas un centime de subvention, donc on a fait ça tout seul, pareil, avec les partenaires d'AEF, que ce soit le public et le privé, évidemment. Et le sujet avait bien évolué, si vous voulez, même dans les mindsets. Il y a quelques années au début, dans les 3-4 premières années, quand j'essayais de vendre ma salade au TRH, je me disais, mais Daniel, tu comprends, moi je recrute à partir de Bac+2, toi t'es jeune. Quoi, mes jeunes? Ben non, mes jeunes, ils ont les mêmes niveaux d'études. Et depuis 5-6 ans, je fais des beaux camemberts où on a 70%, 75% QPV, on a aussi des non-QPV. On va mettre à la porte des jeunes qui viennent normalement. C'est les quartiers prioritaires de la ville. Exactement. Et donc, je compare les niveaux d'études des deux. Je dis, alors, c'est quoi la différence? Je dis, Daniel, je ne sais pas. Il n'y en a pas. Ah non, il n'y en a pas. Il y a autant de Bac+2, de Bac+3, Bac+4, Bac+5, etc. Mais alors, il y avait une autre chose aussi, c'est que quand on a commencé à travailler avec eux, ils n'avaient pas les codes. Un jeune qui était en jogging jaune fluo, qui allait, on avait réussi à aller faire un entretien, pré-entretien d'embauche sur le salon. Il me dit, Madame, j'ai mis mon plus beau jogging. Ouais. Bon, c'était drôle. En plus, il était hyper sympa, ce gamin. Mais ils ont beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, tous ceux qu'on voit, tous ceux qui veulent s'intégrer dans la société par le travail et qui viennent dans nos événements, sont très polis, regardent bien droit dans les yeux, disent bonjour. Enfin, c'est des petites choses, mais qui ont beaucoup évolué et qui sont tout à fait essentielles. Les soft skills sont tout à fait essentiels. Et en plus, ils ont les beaux niveaux d'études. Donc, ça a pas mal évolué. Les chiffres, d'ailleurs, ont été dans le bon sens. Et là, patatraf, cette année, ces jeunes n'ont pas d'argent. Bon, donc l'alternance pour eux, c'était la voie royale. La voie royale parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et aussi pour une autre raison, c'est qu'ils n'ont pas de réseau, ces jeunes. Donc, le fait de pouvoir rentrer en alternance, ça leur permettait d'avoir ce petit pécule et ça leur permettait également d'entrer dans le monde du travail en faisant leurs précision études. Peut-être, Daniel, je me permets de vous couper. Donc, dans l'alternance, on a des systèmes où les jeunes étudient, travaillent en même temps pour une entreprise et donc ont leurs études payées et gagnent en expérience professionnelle le long du chemin de leurs études, ce qui leur permet d'arriver dans leur premier emploi en étant formés et puis de ne pas arrêter les études en cours de route. Je referme la parenthèse pour que tout le monde donc soit contrairement à l'Allemagne où quasiment, 70% des gamins passent par l'apprentissage, oui, l'alternance est plus large. Le mot qu'on connaît plus facilement, c'est le mot apprentissage. En France, c'était complètement en berne. Il y avait 300 000, ça n'avait pas bougé depuis 25 ans, etc. Donc, il y a eu une loi de 2018 qui a promu complètement l'apprentissage, ou 2019, je ne sais plus très bien, peut-être 2019. Et il y a eu d'énormes campagnes également. Et ça y est, on a changé le mindset sur l'apprentissage, sur tous les niveaux d'études. Bon, sur les premiers niveaux d'études, c'est-à-dire infrabac, mais pour des métiers d'artisanat, par exemple, là, il y avait déjà l'artisanat existait déjà et l'apprentissage dans l'artisanat, c'est obligatoire. Le sens de la main est obligatoire. Mais le monde des jeunes a été beaucoup bouleversé grâce à ces aides aussi très fortes de l'État en alternance et en apprentratissage. Et les aides ont été beaucoup diminuées. Cette année. Cette année. Et donc, patatras, mes petits jeunes là, j'en ai eu... En septembre, on en a eu 13 500 jeunes qui sont venus en une journée. Il y avait la queue jusqu'au métro à Montreuil. Et j'avais un peu d'offres, mais j'avais très peu d'entreprises.
J'avais les OPCO qui normalement, dont le rôle est de travailler beaucoup sur ces sujets, qui avaient quelques entreprises, mais j'avais une vingtaine d'entreprises où je peux en avoir une centaine. Vous voyez, donc c'est triste. En fait, vous avez vu immédiatement, dès le retrait de la loi ou son affaiblissement... Oui, c'est pas le retrait de la loi, c'est la baisse des aides. Ouais. Vous avez vu immédiatement les entreprises se retirer. Alors, si vous voulez, en fait, les entreprises, me disaient, les DRH, c'était pas un effet d'aubaine pour nous, Daniel, mais on en avait 50, on en prenait 100. Ouais. Les 50 autres étaient payés quasiment par l'État, vous voyez. Et là, il y a la crise économique. Déjà, elles recrutent très peu. Donc, elles ont fait leur devoir. Vous voyez, donc je n'attaque pas du tout les entreprises, je n'attaque pas l'État non plus parce que l'État n'a plus d'argent. Mais je pense que les jeunes de vos enfants, mes enfants, eux, n'auraient pas eu aucun problème. Les jeunes qui ont des problèmes, ce sont les jeunes qui n'ont pas de réseau. Donc les 13 500 jeunes qui sont venus n'avaient pas de réseau. Donc ils sont venus chez nous et d'habitude on les fait rentrer dans un système de réseau, mais là il n'y avait pas. Heureusement, j'avais des bénévoles. J'avais plusieurs centaines de bénévoles qui les ont beaucoup aidés, qui continuent aussi à les aider. Bénévoles, DRH de grands groupes, du coup. Pas seulement des cadres. Non, beaucoup de cadres d'entreprises. Donc, on a des grands groupes qui offrent la possibilité à leurs cadres de venir passer une demi-journée ou une journée à EF. Enfin, à EF, non pas à EF. À Jeunes d'Avenir, sur le salon pour aider les jeunes. Vous avez un groupe comme Microsoft, par exemple. Vous voyez, vous avez vraiment... on a EY, des boîtes de conseil, enfin, on est on a Total, vous voyez, des grands groupes, et ça nous permet aussi de rendre du vrai service aux jeunes, de les aider quand ils n'ont pas pris une bonne voie. Donc là, on a de l'aide sur la construction du CV, sur l'orientation, sur du coaching. Voilà. De la réorientation déjà aussi, quand on va... Mais vous aimeriez bien avoir également plus d'offres concrètes et solides pour les accompagnements pendant les études et après. Je vais beaucoup m'y employer là, à partir de maintenant pour l'année prochaine là, pour mobiliser les entreprises. Merci Daniel, merci pour à la fois cette présentation de la situation qu'on comprend un peu sans le dire. Évidemment, on a tous en tête qu'il y a un problème d'employabilité et chez les jeunes des quartiers et chez les seniors. On le sent tous, mais en fait, on ne le tangibilise pas vraiment. S'il y a quelque chose que vous referiez différemment, qu'est-ce que ça serait ? Eh bien, je vais vous dire que non. Pourquoi ? Parce que quand je prends une décision, je ne regrette jamais ce que je fais. Je réfléchis beaucoup avant, mais quand elle est prise, je ne regarde jamais en arrière. Je pense que c'est une force aussi extraordinaire. Je regarde toujours devant. Donc non, je referai pareil. Enfin, je ne sais pas comment je ferai, mais c'est pas un sujet pour moi. J'adore. Merci à la fois pour la gourmandise avec laquelle vous parlez aujourd'hui, l'envie et l'audace. Merci infiniment pour votre temps et pour toutes vos actions. Merci à vous d'avoir passé ce temps avec moi. C'est un délice. Merci Daniel. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.